BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis d'être avec vous pour commenter, décortiquer, analyser l'actualité tech de ces derniers jours. Je suis ravi, alors vous avez sans doute compris que c'était pas François cette semaine, hein. Il est en congé pour quelques jours, on l'embrasse, il reviendra dès la semaine prochaine évidemment, et donc c'est moi qui tiens la boutique pendant ce temps-là. On va essayer d'être à la hauteur du patron évidemment. Pour le reste, les habitudes ne changent pas, vous réussissez, vous êtes avec nous, vous communiquez avec nous via le hashtag DQJMM sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder. Nous on a toujours nos petites marottes évidemment, mais s'il y a des choses à côté desquelles on passe et que vous aimeriez avoir abordé, eh bien n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, quel que soit le mode sur lequel vous nous consommez, sur les plateformes, sur YouTube, en télé, à la radio. Bienvenue, De quoi je me mêle, c'est parti. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Deux parties dans ce De quoi je me mêle, comme d'habitude évidemment. Tout à l'heure, on sera avec l'ami Lionel Costa du Labo Fnac. Très intéressant, Lionel, il fera un petit point sur le marché des PC. En ce moment, on parle beaucoup de l'augmentation du prix de la RAM. Peut-être certains d'entre vous se demandent est-ce que c'est le moment d'investir avant l'explosion des prix ? C'est peut-être pas une mauvaise idée. Comment s'y prendre ? Quels critères regarder ? Quels sont les meilleurs modèles sur le marché en ce moment ? Eh bien, on en discutera tout à l'heure avec Lionel. Ne ratez pas non plus notre petit module bonus pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont en audio. C'est une petite pépite supplémentaire. On se demandera s'il faut être poli avec ChatGPT. Question fondamentale. Il y a des études contradictoires. Les dernières montrent qu'apparemment, il faut être un peu agressif et rudoyer l'intelligence artificielle. On verra comment les uns et les autres autour de ce plateau traitent l'intelligence artificielle. Mais avant ça, évidemment, c'est l'heure de notre club de la presse IT avec mes deux invités, deux habitués évidemment de quoi je me mêle. À ma droite, Damien Licata. Salut Damien. Bonjour. Journaliste tech au Parisien. Et Pierre Fontaine à ma gauche. Salut Pierre. Bonjour tout le monde. Rédacteur en chef adjoint à Tech Co, journaliste maison donc évidemment. Tech maintenant. BFM Tech, mais oui, BFM Tech évidemment. Mais oui, je évolue. Et habitué lui aussi évidemment de la maison. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Il y a plein de sujets à aborder pêle-mêle. On va parler d'un nouvel appareil. Alors quand je dis un nouvel appareil signé Apple, sur lequel travaille Apple, mystérieux. C'est pas un téléphone, c'est pas une tablette, c'est pas des écouteurs, c'est pas des lunettes non plus, c'est autre chose. On va tout vous dévoiler dans un instant. On va parler de Samsung. On a les dernières rumeurs, les dernières infos sur les Galaxy S26 qui doivent être annoncées normalement dans un mois, mais on a déjà toutes les informations avant tout le monde. Ça aussi, on va pouvoir en parler. On va parler de Bouygues Telecom et de ses nouvelles box. On va parler d'une marque mythique qui arrête les smartphones, on vous dira laquelle tout à l'heure. On aura un bloc IA aussi, on parlera de ChatGPT, de l'arrivée de la pub. Est-ce que vous êtes prêts à payer pour éviter la pub sur ChatGPT ? Et pour commencer, alors moi un sujet qui m'a fasciné, c'est la promesse technologique de ce début d'année. Un téléphone qui dure 7 jours sans se décharger, 7 jours d'autonomie, une semaine complète. Et on ne parle pas d'une brique, d'un tank, parce qu'on a déjà eu ça. Je me souviens des téléphones Caterpillar à l'époque, qui étaient vraiment des briques pour le coup. Oui. Là, on parle d'un smartphone qui ressemble à un smartphone, qui est fin comme un smartphone, mais avec une autonomie incroyable. C'est le chinois Realme qui propose ça, qu'on connaît alors un peu moins en France, mais qui sort des téléphones souvent entrée moyen de gamme. Et qui nous annonce ça comme ça pour ce début d'année. P4 Power, c'est ça Damien, le nom du téléphone ? Oui, et avec la batterie Titan, qui porte bien son nom, parce qu'on parle d'une batterie de 10 000 milliampères, 10 001, pardon, milliampères, tu as raison. Le 1 est important. Oui, ça fait passer un autre statut, clairement. Ils avaient déjà fait beaucoup d'expérimentations autour de 10 000 milliampères, c'était monté même jusqu'à 15 000 milliampères, mais c'est la première fois qu'ils vont l'introduire dans un téléphone de série, qui va bientôt sortir plutôt en Asie pour l'instant, parce que la réglementation européenne fait qu'il faut tester les batteries, il faut qu'il y ait quand même un peu d'antécédents pour qu'on puisse valider les batteries dans l'Union européenne. Donc ça sera pour l'instant uniquement en Chine, certainement. Realme, c'est la marque qui veut s'adresser aux jeunes, et les jeunes consomment énormément apparemment, donc il s'adresse plutôt à un public qui a besoin d'énergie. Mais Pierre, c'est une vraie promesse, ou au-delà de la hype du marketing, on peut se dire il y a anguille sous roche. Est-ce qu'une semaine en charge, une semaine complète, aujourd'hui, smartphone avec une utilisation normale, c'est quoi ? C'est 24 heures, 48 heures max, on va le dire comme ça. Alors en fait, il y a toujours quand on parle d'autonomie, il y a toujours la batterie, avec la promesse de la batterie, sa capacité,
ce qu'on appelle la capacité en milliampères-heure, qui est exprimée en milliampères-heure. Et puis après, il y a tout ce qui est optimisation matérielle et logicielle. Donc là, ce modèle, le modèle du Power, du P4 Power, d'autres modèles qu'on a demandé, il est coincé en Pologne, donc je ne peux pas vous dire si ça tient sa promesse ou pas. Donc si la partie logicielle et la partie optimisation matérielle tient sa promesse, néanmoins, on peut se dire qu'avec des smartphones de 5000 milliampères-heure, avec un usage pas trop intensif, on arrive maintenant à bien tenir 2 jours, Ouais. 2 jours et demi. Ouais. On double. Bon, on peut se dire qu'on arrivera peut-être à 5 jours, effectivement. Donc, la promesse, elle n'est peut-être pas de 7 jours, mais si on arrive ne serait-ce qu'à grappiller 3-4 jours, un week-end, un long week-end parti sans chargeur, effectivement, on arrive déjà à avoir une promesse qui devient séduisante. Est-ce qu'elle est tenue ? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas eu l'appareil en main, mais c'est intéressant. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que, Damien le disait, il y a des expérimentations sur la taille de la batterie jusqu'à 15 000 mAh, mais aussi sur la vitesse de charge de cette batterie-là. Ils ont fait des expérimentations à 240 watts et 320 watts, avec donc des charges qui se font en quelques minutes. Ça, c'est incroyable. Donc si on arrive à cumuler une autonomie très impressionnante en usage classique et une charge ultra rapide, effectivement, on se dit c'est un téléphone qui mérite bien son nom de P4 Power. Alors c'est vrai, tu as raison d'insister sur le fait que tout dépend aussi de l'usage. Bien sûr. 7 jours, je crois que c'était vraiment en utilisation moyenne. Oui. En utilisation intensive, c'était en plusieurs jours, en tout cas au moins 3-4 jours, donc ce qui est déjà pas mal. Et en utilisation basse consommation, apparemment, ils l'ont fait durer jusqu'à 1 mois. Ouais. Donc voilà, on ne parle pas d'un Nokia 3310, encore une fois. On parle quand même d'un smartphone, d'un vrai smartphone, 8 mm d'épaisseur, donc vraiment plutôt normal. Et après, ce qu'il faut aussi rappeler, parce qu'on dit Realme, effectivement, on les connaît, comme tu le disais, plus sur de l'entrée ou du milieu de gamme. Mais derrière, il y a une grosse maison. Et Oppo, c'est une très, très grosse maison technologique. Ils ont des technologies de batterie qui ont déjà fait leurs preuves par le passé. Je les citais, des technologies de charge rapide qui ont décroché régulièrement des records de vitesse de Ils ont charge. été les pionniers dans les gros blocs de batterie, dans la capacité à recharger en 30 minutes, je crois que c'était dans les Au premiers. départ, c'était 30 minutes, et ensuite, maintenant, on est en dessous du Mais non, maintenant, c'est devenu un standard finalement. Ouais. Ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, c'est devenu un standard dans l'industrie. Et ils ont réussi à accomplir ça en quelques années, sans faire forcément du bruit, mais ils ont mis la barre tellement haut que maintenant tout le monde est obligé de suivre. Et là, c'est la révolution aussi, on en a déjà parlé dans De quoi je me mêle, mais des batteries silicium-carbone. C'est aussi ça la nouveauté, il faut rappeler. Donc on a les batteries lithium-ion traditionnellement, et là on a notamment les fabricants chinois qui utilisent ces nouvelles batteries où on va remplacer l'anode, le graphite de l'anode par du silicium, notamment, et on va se retrouver avec une meilleure de densité. carbone pour éviter la dilatation et une meilleure performance. Ouais. Exactement. Et on se retrouve en fait avec des batteries qui vont avoir 10-20% d'efficacité en plus. Alors après, oui, tu disais, le problème, c'est que, parce que tout n'est pas rose non plus, et quand je disais il y a anguille sous roche, c'est que on sait aussi que sur ce genre de batterie, il y a des problèmes de effectivement dilatation. Alors c'est limité, ça va pas non plus gonfler comme un popcorn, Non, mais justement, mais il y a un problème. c'est l'intérêt du carbone dans le silicium carbone, c'est que en charge ou en utilisation, le carbone va éviter la dilatation de la partie en silicium qui a cette tendance-là, et donc en fait, ça évite en théorie en tout cas, et puis jusqu'à présent ça a plutôt bien marché, ça évite les problèmes d'explosion de batterie ou ne serait-ce que dilatation de la batterie qui fait que le boîtier va s'ouvrir tout seul. Enfin, c'est des technologies qui sont, c'est plus du tout expérimental, c'est commercialisé, c'est courant et ça a fait ses preuves. Et alors justement, pourquoi, j'ai peut-être ma réponse concernant Samsung, parce qu'ils ont eu quand même des déconvenues avec les batteries par le passé, même si ça fait quelques années maintenant, mais pourquoi est-ce que des fabricants mainstream, Samsung et Apple, pour ne pas les citer, n'utilisent pas aujourd'hui ces technologies-là? Parce que franchement, pour le coup, c'est l'argument, j'avais pas l'argument de vente numéro 1, mais c'est un vrai argument de vente. L'autonomie aujourd'hui, pour les gens, c'est plus important que l'intelligence artificielle. On nous vend des fonctionnalités Clairement, IA. Tu demandes à monsieur et madame tout le monde, c'est quoi les fonctionnalités importantes sur le téléphone? L'appareil photo et l'autonomie. Globalement, c'est ça. Ça fait partie des critères d'achat, effectivement. Peut-être que des Samsung ou des Apple sont un peu plus conservateurs sur ça. Ils disent, bon, on va laisser des marques un peu plus jeunes expérimenter. Comme ça, s'il y a un problème, c'est eux dont la réputation va être ternie. Ils préfèrent ne pas trop risquer. C'est le même principe pour le smartphone pliant. Ça existe depuis des années et peut-être qu'il n'y a pas de marché. Mais peut-être aussi qu'ils préfèrent que les gens essuient les plâtres avant eux pour pouvoir se lancer avec un format qui existe déjà et qui est déjà largement éprouvé. Oui, et puis il y a aussi des questions de volume d'achat. C'est les batteries. Quand on écoule des centaines de millions de smartphones à l'année, les achats, on ne les fait pas d'une année sur l'autre, on les achète sur plusieurs années. On a besoin aussi d'énormes volumes
sauf à vouloir créer des effets de gamme, bien sûr, et ça, Apple et Samsung savent très très bien le faire, mais on a besoin aussi d'avoir des volumes pour satisfaire cette demande. Donc on y va, ça explique aussi peut-être cette, entre guillemets, prudence d'Apple et de Samsung. Mais ça, après, c'est des supputations, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit semaine après semaine, c'est quand même, encore une fois, l'innovation vient de Chine, quoi. Enfin, c'est eux qui testent des nouveaux trucs, des nouveaux standards sur le marché, qui industrialisent, qui vont à tâtons. Parce que vous avez raison, peut-être ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'on aura des déconvenus, peut-être que les consommateurs à un moment vont dire « Ah bah oui, mais sauf que là, la batterie c'est bien gentil, elle dure 7 jours, mais au bout de 6 mois, il faut la changer parce qu'elle a perdu la moitié de sa capacité. » Peut-être, mais en attendant, ils tentent des trucs. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, c'est les marques chinoises qui font ça. C'est la grosse différence. Il faut garder aussi à l'esprit que toutes les batteries des voitures, elles viennent aussi de Chine. Ils ont toute une expérience, ils ont l'industrie, ils ont un moyen d'en produire en masse. Et surtout, quand ils mettent une équipe sur un projet, on ne parle pas de 100, 200 ingénieurs, on parle de 1000, parfois 10 000 ingénieurs. Et ils ont des gens qui sont très capables, ils sortent d'université avec un brevet, ils vont faire quelque chose de très propre. Et puis ensuite, ils vont mettre la chimie, l'industrie derrière. Il y a absolument toute la chaîne de valeur qui est en Chine. Donc c'est logique. Absolument passionnant. En tout cas, moi, je prends tout de suite un téléphone qui dure une semaine. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais là, moi, ça fait partie. Je le disais en rigolant, mais je pense vraiment que ça fait partie aujourd'hui des critères d'achat les plus importants et que donc, en termes d'argument commercial, quand ils vont arriver avec ce téléphone sur le marché, on espère sur le marché français, je pense que ça peut faire mal et ça peut les mettre un peu sur le devant de la carte. C'est vrai que Realme, c'est pas une marque qui est hyper connue. Peut-être qu'ils vont se faire connaître grâce à ça du grand public. Je voulais qu'on parle alors d'un tout autre sujet et d'un appareil assez mystérieux. On va parler d'Apple. On parle souvent d'Apple. Alors là, on s'attend à ce qu'il soit en train de travailler. C'est ce que dit en tout cas le site The Information, qui en général est plutôt bien informé, comme son nom l'indique. Un nouveau type de produit qui n'est ni un smartphone, ni une tablette, ni des écouteurs, ni un ordinateur, comme on a l'habitude de le voir chez Apple. Qu'est-ce que c'est ce nouvel appareil ? C'est un badge ? C'est un badge. Vous imaginez la taille d'un AirTag et vous mettez des capteurs, un capteur vidéo, des micros et surtout des capacités d'intelligence artificielle. Évidemment, on sait qu'Apple est un peu, un peu en retard sur l'intelligence artificielle, à la ramasse, on peut le dire, clairement, c'est factuel. Et ils essaient peut-être aussi de décliner ça dans d'autres formats, et on a vu qu'il y a eu des premières expérimentations qui ne sont pas forcément bien passées. On se rappelle de tous les... On n'a même pas besoin de les mentionner, vu que les projets sont morts, mais il y a eu quelques problèmes au démarrage, et peut-être qu'Apple a les capacités, les reins suffisamment solides pour lancer un produit vraiment révolutionnaire qui tiendrait dans une poche, qu'on accrocherait à sa veste, et qui serait un moyen de déployer l'intelligence artificielle plus rapide peut-être que dans des lunettes ou dans d'autres produits. En fait, Apple, ils ont un vrai savoir-faire d'un point de vue du hardware. Le hardware n'a jamais été vraiment un problème pour eux. Enfin, on voit bien à chaque fois qu'ils apportent... même quand ils arrivent tard sur un marché, généralement, ils leur définissent et tout le monde se cale derrière sur leur façon d'approcher. Ils créent le marché, clairement, donc ils peuvent encore se permettre. Voilà. Et là, leur problème, c'était le soft et le partenariat pour l'IA avec Google et donc l'intégration de Gemini sous une forme ou sous une autre dans ces produits pour remplacer ou en tout cas booster Siri, clairement, ça leur donne la possibilité d'envisager ce genre de produit où on va avoir une interaction qui sera essentiellement vocale et essayer de discuter seulement en vocal avec son téléphone, son iPhone. On voit bien ce que ça donne, surtout en français. Rapidement, on a envie de le piétiner. Donc là, effectivement, s'ils arrivent à avoir un assistant qu'ils ont réussi à customiser à leur sauce, en continuant à préserver, ça c'est un des engagements qu'ils ont mis en avant, toujours à préserver la vie privée, à faire en sorte que les données restent le plus possible en local et quand elles ne sont pas en local sur les serveurs sécurisés d'Apple. S'ils arrivent à mettre cet assistant intelligent dans un petit truc comme ça, effectivement, dans un petit boîtier qu'on aurait accroché à sa boutonnière, entre guillemets, c'est possiblement un nouveau champ de produits. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de ces rumeurs de produits que pourrait développer OpenAI. Oui, absolument. Alors, on va en parler dans une seconde. Mais vous y croyez, vous, à ça ? Moi, le badge, tout le monde est à la recherche du form factor pour intégrer l'intelligence artificielle de la manière la plus optimale. Tu l'as dit très justement, il y a eu des échecs retentissants. On peut les citer. Le Human Pin, c'était un ancien d'Apple, d'ailleurs. Et le design du Human Pin, tu avais l'impression, il y avait vraiment une signature Apple un peu, sur le design, c'était vraiment ça. Il n'y avait que le design d'ailleurs. Il n'y avait que le design. Non mais c'est vrai, mais ça s'est planté lamentablement, mais c'était le même principe, petit badge et tout. Moi j'ai toujours eu du mal à imaginer que
de manière très grand public, on va dire, on se mette à porter des badges comme ça qui pourraient nous donner une interaction qu'on peut déjà avoir en réalité avec son smartphone. Est-ce que la plus-value est vraiment là et fait qu'on va pouvoir en faire un objet grand public? J'ai du mal, j'ai pas envie de tuer l'objet avant même qu'on l'ait vu, etc. Mais même c'est sur ce le que tu fais. Ouais, c'est un peu Honte ça à que je fais en toi. même temps, mais sans vouloir faire du bashing rien. Mais je sais pas, moi j'ai du mal à croire que ce sera ça le form factor de l'IA, quoi. Il faudrait pour cela que le badge soit complètement indépendant de son smartphone, qu'on puisse limite laisser son smartphone à la maison quelque temps, ou c'est le même principe que l'Apple Watch, on peut l'utiliser sans le smartphone dans plusieurs configurations. Et ils ont quand même réussi à miniaturiser plein de composants qui pourraient peut-être recycler sur ce genre d'appareil. Peut-être. Ouais. Non, c'est évident que les efforts qu'ils font depuis qu'ils ont mis la main sur le contrôle des puces des iPhones et qu'ils ont développé au fil du temps avec les puces pour l'audio, les modems, etc., c'est évident qu'ils ont le savoir-faire pour tout ce qui est silicium. Je pense qu'ils peuvent réussir à faire quelque chose d'impressionnant. Mais le vrai problème, c'est effectivement la question des usages. Moi, je suis un assez gros utilisateur de l'IA pour, par exemple, synthétiser des documents, synthétiser des interviews, dérocher des interviews, etc. Mais pour le grand public, aujourd'hui, quel est l'intérêt de l'IA au quotidien ? Je ne sais pas encore, franchement, je ne sais pas. Alors, tout le monde en parle beaucoup. Effectivement, on a l'impression que c'est l'endroit où il faut aller. Et parfois, quand on se pose et on regarde, on fait pourquoi il faut y aller ? Je ne sais pas, mais apparemment, c'est l'endroit où il faut aller, en tout cas. D'un point de vue du grand public au quotidien, je ne sais pas si ce form factor, autant je me dis dans des lunettes, se faire guider par les lunettes, se faire commenter, ou en tout cas enrichir la réalité par une IA, j'aurais tendance à y croire, et encore avec certaines limites. Autant là, je ne sais pas. Ouais, Mais il y a des usages auxquels je n'ai pas pensé. Hein. Je suis pas, Bien sûr, non mais évidemment. Mais je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit en plus avec toutes les réflexions qu'il y a autour des lunettes en ce moment, y compris chez Apple, je me dis il va y avoir redondance à un moment. Il ne va pas y avoir 12 form factors avec de l'IA embarquée, ça n'a pas de sens. Ça va être hyper intéressant à l'heure de l'IA agentique quand on va pouvoir vraiment demander à l'IA de faire des trucs pour nous, d'avoir un objet, pas forcément avoir à sortir son téléphone de sa poche. Je sais pas, commande-moi un VTC dans 5 minutes à cet endroit-là, tu as juste besoin de le dire et hop, ça s'exécute. C'est pas mal, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, mais ça, on a un téléphone, on peut faire la même chose avec un téléphone. Ouais, mais là, tu as une friction au moins, comme on dit. Mais je suis d'accord. Mais est-ce que la suppression de la friction apporte une satisfaction supplémentaire ? Je sais pas. Je sais pas. Et puis, il y a toujours aussi, moi, le point qui me chagrine, entre guillemets, et j'en parlais tout à l'heure sur cette insistance d'Apple sur la vie privée. Dès qu'on met des capteurs dans un produit comme ça, c'est-à-dire qu'on va filmer quand est-ce qu'on filme tout le temps, de manière succincte avec souvenons-vous, nous, des Google Glass, avec la création des Glass Hall, les mecs qui filmaient tout le temps en n'ayant rien à faire de la vie privée des autres. Ça reste Glass, quand même... c'est Assholes, pour Ouais, ceux voilà, qui n'ont pas la référence. Grosso modo, connard à lunettes. C'est ça, c'est la traduction, voilà. Enfin, à lunettes connectées, en l'occurrence. Et donc là, en fait, c'est plus des lunettes, mais ça pose exactement la même question. Est-ce que tu es en train de me filmer ? Est-ce que tu es en train de m'écouter ? Alors, est-ce qu'on s'est habitué ? Est-ce qu'on s'est habitué depuis que maintenant on n'aurait plus de frein à ça ? Moi, j'avoue que si je vois quelqu'un se promener avec, même parfois les Meta Glasses, les lunettes de Meta avec ou sans display, est-ce qu'il filme, est-ce qu'il filme pas, qui sert beaucoup pour faire des pranks. Voilà, d'ailleurs. En fait, ça pose des questions. Et alors, c'est vrai qu'on est le vieux continent à une approche de la technologie peut-être un petit peu plus prudente, et on n'est pas aux États-Unis, mais ça vous pose vraiment des questions. Et est-ce que ça ne va pas à l'encontre du fond d'Apple qui dit on vous protège votre vie privée, on fait en sorte que ce ne soit pas intrusif? Je ne sais pas. En fait, je me pose des questions. C'est bien d'expérimenter, mais voilà. Mais c'est intéressant de voir des expérimentations en tout cas. Et alors, pour faire le lien avec ce qu'on disait, parce qu'effectivement, il y a de l'autre côté OpenAI qui est en train de travailler aussi sur une famille de devices. Alors, on a beaucoup parlé. Là, il y a eu du nouveau parce qu'on sait a priori que ce sera pour cette année. Donc, ça arrive, deuxième semestre 2026 a priori, avec Johnny Ive, l'ancien bras droit de Steve Jobs, le designer en chef de chez Apple, qui est en train de travailler sur cette famille de produits et qui sera un peu dans le même esprit finalement. C'est un peu ça l'idée finalement. Certainement, mais ils vont avoir les mêmes obstacles finalement. Le respect de la vie privée. Est-ce qu'ils mettent une caméra dessus? Est-ce qu'ils mettent purement de l'audio? Et puis surtout, mon retour audio se passe comment? C'est-à-dire que je dialogue avec une IA, mais tout le monde m'entend. Donc, où est la confidentialité des échanges? Est-ce que je vais parler avec une IA d'un truc très précis ou très personnel alors que je suis devant tout le monde? Il va y avoir aussi il faudrait par exemple qu'il soit compatible avec des AirPods ou avec d'autres écouteurs pour qu'il y ait un échange. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il apporte? Autant que tout mettre dans les écouteurs. Mais d'ailleurs, ce produit-là serait a priori une sorte d'écouteur.
le produit d'OpenAI qui arriverait au deuxième semestre, ce serait une forme Le premier, d'écouteur. qui travaille sur Oui, plein oui, bien de sûr, produits, il visiblement. travaille sur une famille de produits, mais là, ils auraient opté pour ça. Et je pense que si, effectivement, ils optent pour les écouteurs, c'est pour résoudre exactement le problème dont parlait Damien, c'est qu'à un moment, le retour, on n'a pas envie qu'il soit pour tout le monde, donc le fait d'avoir dans ses oreilles directement, alors certes, ça limite les usages, ça oblige de mettre les écouteurs dans ses oreilles, et ça rajoute un peu de la friction dont tu parlais tout à l'heure, mais néanmoins, ça évite de faire ses affaires avec l'IA en place publique, quoi. En tout cas, grosses ambitions du côté d'Apple, puisque visiblement, ils auraient 20 millions d'unités en objectif de production. Donc tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est effectivement que ça ferait la taille d'un AirTag, comme tu le disais. Il y aurait un bouton physique sur la tranche et à l'arrière, un système de recharge magnétique par induction. Voilà. Pour le Après, reste, 20 millions pour Apple, c'est pas grand-chose. Non, c'est oui. beaucoup en se disant il y a 20 millions de personnes qui Oui, vont par acheter rapport au ça. nombre d'iPhone, Voilà. c'est Mais peanuts. pour Apple, c'est pas grand-chose. C'est vrai. Puis Enfin, après, c'est un galop d'essai, quoi. on verra ensuite. Mais Oui, ce qui ne veut pas dire qu'ils arriveront aux 20 millions par ailleurs. Hein. C'est vrai, Pardon, c'est vrai, mais, c'est vrai. Non, voilà. mais on verra en tout cas ce que ça donne dans les mois qui viennent. On va suivre ça, évidemment. On va parler de Samsung. Samsung et le Galaxy S26, les Galaxy S26, famille de produits évidemment. Ils doivent être annoncés officiellement. C'est le 25 février, si je ne dis pas de bêtises, dans un mois à peu près, à l'occasion d'un événement. Ils ont leurs propres événements, les Galaxy Unveiled, sauf que Unpacked, exactement. Et on a déjà toutes les infos. Alors comme souvent en réalité, donc d'un côté il y a des leaks, des fuites, donc non officielles qui viennent de gens qui sont en contact avec les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Et puis il y a les fuites organisées, j'allais dire. Il y a organisé. Je suis un peu complotiste en disant ça, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qui ne s'est pas produit? On a vu apparaître sur le site de Samsung Colombie des photos des Galaxy S26. Oh, le stagiaire a encore frappé avec son gros doigt. Bon, ça a disparu évidemment quelques minutes plus tard. Mais énormément de temps pour faire une capture d'écran. Évidemment. Tout le monde a eu le temps de faire une capture d'écran, Prévenir malgré les le décalage horaire. Oui, tout le monde a eu le temps. Vraiment, non, ça devient un peu ridicule quand même ce truc. Vraiment, là, c'est un gimmick. Genre, toutes les marques font ça, mais on sait très bien que c'est fait exprès. On est d'accord. C'est une forme d'occupation de l'espace. Enfin, dans un monde où on est un peu toujours soumis à un flux d'informations. Réussir à occuper l'espace avant, à créer le buzz, et peut-être aussi d'une certaine manière, alors là c'est mon côté un peu blasé de certains modèles de téléphone, préparer les gens à dire ça va pas être fou cette année non plus, on va pas révolutionner le monde, vous inquiétez pas, on n'y est pas encore. Non mais c'est vrai, il y a un peu côté disons le module photo, ils ont pris le module photo du Fold 7, donc un peu plus gros, un peu plus proéminent, monté sur, c'est très joli, monté sur un petit îlot. Ah ok, d'accord. Et c'est quoi non, c'est tout, c'est les jeux différents. Vous pouvez circuler. Il y a un peu à ce côté, allez, on fuite parce que de toute façon, le fun, il est plus là, quoi. Ouais. C'est de la mise à jour itérative. On va pas lancer le débat ici, c'est pas le moment, mais moi je pense que Samsung, Apple gagneraient à arrêter de sortir des téléphones tous les ans, parce que clairement l'innovation elle suit pas, quoi. Donc c'est pas grave, mais niquez-moi la planète et sortez des produits quand vous avez avancé, quoi. Mais là, il y a vraiment rien à, parce qu'on a à peu près tout. On a les specs, on a le design. C'est vrai que le design, si on te le dit pas et que t'es pas vraiment fan Samsung, tu fais même pas la différence avec le 25, si ce n'est l'îlot photo qui change un petit peu, c'est vrai. Et sinon, faut quand même, faut y aller à la loupe, quoi. Mais sinon, il y a rien à sauver là. On est sur du consensuel, on est sur du connu, voilà. C'est moi qui dis ça, Damien. Tu te lances en politique, quoi. Ouais. Acheter Samsung, c'est carré. Non, on est sur un format qu'on connaît bien, mais il y a plein de gens qui sont très contents de retrouver ce qu'ils ont déjà dans leur poche. Et on a un cycle de renouvellement des smartphones qui est tous les 3 ans. C'est vrai qu'en 3 ans, le téléphone n'a pas changé, donc on est sur un terrain très très connu pour le coup. Moi, il y a une fonctionnalité qui m'a bien plu, les amis. Oui. Le privacy mode. Là. Oui, je trouve que c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment cool. Tu peux nous expliquer, Pierre, ce que c'est ? Grosso modo, alors je sais pas si vous avez déjà retrouvé dans un train à côté de quelqu'un qui a mis un fil sur son téléphone parce qu'il fait des trucs tellement importants sur TikTok qu'il veut pas que vous regardiez ce qu'il regarde. Attends, il y a plein de gens qui bossent et qui n'ont pas envie pour des données bien sûr, professionnelles. généralement, on le met pour des raisons plus Bien sûr. importantes que TikTok. Non, mais en fait, c'est donc des filtres qui permettent de rendre illisible, en dehors d'un certain angle de vision, ce qui se passe à l'écran. Et là, il y aurait une technologie qui permettrait, à volonté, entre guillemets, on l'active, on la désactive, de faire en sorte que l'écran qui peut être regardé par toute la famille, quand on veut que toute la famille regarde, on active la fonction et l'écran devient lisible seulement quand il est dans l'axe du regard, quoi.
ou à un certain, en tout cas un certain degré de Ça, c'est pas mal. C'est Et pas ça, mal. c'est 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 bien, c'est rigolo, bien, c'est ouais, une- mais ça, et ça, c'est une bonne chose. C'est Samsung a une division Samsung Display qui est motrice sur l'innovation des écrans. Et c'est effectivement un des points où Samsung est encore un peu, j'allais dire, excitant. C'est comme quand ils ont sorti leur technologie anti-reflet, qui est vraiment super efficace. Et on n'arrête pas de dire depuis quand est-ce que vous la mettez partout. C'est ça. Parce que c'est vraiment efficace. Et donc, très bien. Enfin, C'est des petites choses, mais ouais, mine voilà, de rien, ça change un peu. mais ça reste très itératif. Ça reste très itératif, Voilà. on est d'accord. Bah alors après, je donne quelques-unes des specs. Donc Ouais, la vas-y. diagonale qui augmente un tout petit peu de 6,2 pouces à 6,3. Donc c'est Ouais, un sur changement. sur le S26. Sur le S26, hein, Ouais. je précise évidemment, des dalles M14 pour les écrans qui Tout ça est bien succèdent sûr au conditionnel. M13, au conditionnel. Évidemment. Enfin bon, il n'y a pas tellement de Rendez-vous doute quand dans un même. mois. Voilà. C'est ça. Le temps de recharge filaire plus rapide, ça c'est pas mal parce que c'était quand même un des points faibles de Samsung. Donc là pour le coup, visiblement, ils ont bossé. Et sur les processeurs, on est sur du Snapdragon 8 Elite Gen 5 aux États-Unis et en Chine. Et le reste du monde, dont la France, c'est un Exynos 2600. Ouais. Voilà pour ce qu'on sait pour l'instant. Largement suffisamment de quoi ouais. faire un peu d'IA et ce que vous avez à faire Voilà. sur un smartphone en tout cas. Sur les prix, on a des infos ou pas? C'est pas trop pour l'instant. On nous a un peu conditionné au fait qu'il y aurait une petite augmentation Ah, du style ouais. 50 à 80 euros, tout dépendra du modèle, évidemment, qui est peut-être lié à la crise des composants à ce que je disais et tout à au l'heure, fait que la RAM nous coûte beaucoup plus cher et qu'à un moment, il faut aussi qu'ils rentrent dans leurs sous. Et je pense qu'ils inaugurent un cycle où on va nous annoncer, je pense, régulièrement une augmentation de tous les tarifs. Ah, mais c'est clair. Là, on faisait l'estimation, on disait 10 à 15% d'augmentation en fonction des modèles, si tout est répercuté sur Bien le sûr. consommateur, hein, puisque c'est à peu près ce que représente la RAM sur le prix de fabrication d'un téléphone. Le problème, c'est que Samsung aurait été une des rares marques qui pouvait absorber potentiellement cette différence. Et s'ils ne le font pas eux, c'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui vont le faire. Parce que Samsung fabrique, est un des fabricants de la RAM, même si c'est c'est des filiales différentes au sein du conglomérat Samsung, mais bon, on peut imaginer qu'ils peuvent avoir des prix peut-être. C'est possible. Entre cousins, enfin dans la famille Samsung, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. On va parler d'une autre marque de smartphone alors, qui tire sa révérence, Requiem pour Asus. Alors, dans le domaine des smartphones, hein, je précise bien, pas pour le reste, évidemment. Asus font plein de choses. Mais quand même, vous avez déjà eu un téléphone Asus, les amis, ou pas? Entre les mains, oui, à titre Oui, parce que vous utilisation, testez tout. Ouais, non, mais c'est ça. non, mais jamais en- j'ai jamais. Alors, je me suis Bah, c'est le beaucoup. problème, c'est je bien me pour suis- ça qu'ils arrêtent. Je me suis beaucoup amusé avec leur Rockphone, hein, leur gamme Ouais. gaming, parce que c'est rigolo, parce que enfin. Parfois, c'était tellement inutilisable au quotidien parce que il faut mettre le petit ventilateur en plus pour tirer les meilleures performances que on ne va pas l'utiliser vraiment. Mais ouais, ils ont eu de très bonnes idées. Ouais, enfin là, ils ont annoncé, ils n'ont pas dit qu'ils sortiraient, ils ont dit qu'ils ne sortaient pas de Zenfone et de Rockphone cette année. Oui, ouais. Ce qui est une façon de dire qu'ils ne reviennent pas, mais peut-être qu'en 2027, ils vont revenir en force. Peut-être qu'eux aussi sont victimes, vu qu'ils ont quand même des parts de marché qui diminuent de plus en plus, victimes de la pénurie de composants, ou quand on ne commande pas beaucoup, ça devient très cher parce qu'on n'a pas d'économie d'échelle. Donc peut-être que c'est aussi une victime collatérale de cette Ce qu'ils inflation. Alors des eux, le composants. point qu'ils mettent en avant, c'est plus, on va être 100% IA maintenant, et donc on veut, on veut se focaliser sur l'IA, et donc on sort un peu du marché des smartphones. Donc tout ce qu'on faisait sur les ROG, qui étaient vraiment pas mal, hein, les Zenfone aussi. Ouais, les Zenfone, c'était Alors, des bons, C'est des bons téléphones. Et je regardais, moi, c'est le truc qui me fait un petit pincement au cœur. Alors, hypocritement, parce que comme vous, j'ai jamais eu vraiment d'Asus en téléphone du quotidien. J'en ai testé aussi, mais parce qu'on teste beaucoup de téléphones, évidemment. Dites-nous, hein, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, si vous avez déjà eu des téléphones Asus entre les mains et si vous les utilisez régulièrement, les ROG ou les autres. Mais ils ont quand même pas mal innové, mine de rien. Ils avaient un certain nombre de choses sur, je sais pas, les caméras escamotables, par exemple, les formats plus compacts, la vitesse aussi avec les ROG Phone, évidemment. Ils avaient aussi les systèmes de refroidissement hyper perfectionnés qui étaient intégrés Mais dans en les fait, téléphones. ils ont beaucoup amené de leur culture PC, en fait. Voilà. Je sais pas si c'était le... C'était le Zenfone 2, je crois. Leur argument de vente, c'était le premier smartphone avec 4 gigaoctets de mémoire vive. Ouais. Et alors qu'à l'époque, Apple, si on voulait savoir la mémoire vive, il fallait démonter l'iPhone à la barre à mine, parce que c'était, on s'en fiche en fait. Et eux avaient cette culture, enfin, ont d'ailleurs toujours cette culture du PC, hein. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup innové sur la vitesse des écrans, parce que aussi ils visaient des gamers, et on sait que les gamers sont très friands de ton taux de rafraîchissement est inférieur au mien. et c'est parce que ça permet soit du confort, soit frimé, soit des performances meilleures. Mais effectivement, ils ont cette culture de l'innovation, et ils ont cette culture de dire on va essayer d'arriver avec la meilleure fiche technique
comme sur les PC, parce que c'est ça qui décide un peu l'achat en fait chez les joueurs ou chez les gens qui veulent du très haut de gamme pour ces raisons-là. Parce qu'ils visaient quand même un marché haut de gamme. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que les petits acteurs, ceux qui n'arrivent pas à se tailler une grosse part du gâteau, ils ont de plus en plus de mal effectivement à survivre dans le monde du smartphone qui est hyper concurrentiel. Hein. Je regardais les parts de marché, Asus, au sommet de leur gloire, ils étaient à 3% de part de marché. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore moins que ça. Ouais, je pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière, tu as Apple et Samsung, évidemment. Il y a les gros acteurs chinois. Oui, ils sont pris cette vague des c'est gros ça. acteurs chinois qui, une fois sortis de Chine, leur ont laissé assez peu de place en fait. Et, voilà, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Parce que les acteurs chinois innovent aussi. Tout à fait. Et avec souvent, j'allais dire, plus de pertinence. Pas forcément systématiquement, mais en tout cas, une vision plus dirigée vers le consommateur grand public. Bon, on verra s'ils reviennent un jour sur le marché des smartphones. En attendant, il y a toujours les PC Asus, évidemment. On voulait parler de Bouygues, qui a un peu des annonces sur les B-Box là, assez intéressantes. Damien, Pierre, vous avez bossé là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, du côté ? Il y a deux box, c'est ça ? Alors moi, je n'ai pas bossé sur les box, j'ai juste fait des articles dessus. Oui. Je ne les ai pas développés. C'est pas toi développer qui- les Non, box. non, Ah bon ouais. Il faut tout expliquer maintenant. Ça sera un truc en carton qui fait cloc, 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 si vous l'avez développé. Hein. Mais il a écrit un article, un long article assez complet et très intéressant sur BFM Tech. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a de nouveau ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant bien 3-4 ans, Bouygues s'est concentré, enfin voilà, notre boulot, c'est vous apporter alors je vais utiliser un terme qu'ils n'aiment pas qu'on utilise, des tuyaux. On vous apporte une connexion de bonne qualité. Et ils mettent souvent en avant maintenant, chaque fois qu'ils font une présentation ou une communication, regardez, on est classé parmi les meilleurs en qualité du Wi-Fi No Box, de la connexion No Box. On est les meilleurs en qualité de surf sur le web en 5G, etc., etc. Donc en fait, ils ont constitué une base de qualité de service sur leur réseau, notamment 5G, qui leur permet, alors ils avaient déjà sorti des box, ils avaient sorti en 2017 une box 4G et une box 5G en 2022, et là donc une nouvelle box 5G, et en fait ça leur permet maintenant d'offrir un service à leurs clients qui est de dire, vous voulez pas de la fibre, vous n'avez pas la fibre chez vous, vous n'avez pas envie de tirer les câbles, ça vous casse les pieds, vous avez une box 5G que vous installez près de la fenêtre quand même de préférence, et la connexion va s'établir avec le réseau mobile de Bouygues Télécom, et ensuite en Wi-Fi 7, c'est ça la nouveauté par rapport à la box précédente, en Wi-Fi 7 et avec un répéteur Wi-Fi 7, vous allez pouvoir balancer cette connexion partout chez vous pour avoir la connexion la meilleure possible. Alors, ça ne sera jamais aussi bon que de la fibre, on est bien d'accord, mais quand on ne peut pas avoir la fibre ou quand on ne veut pas l'avoir, c'est une solution qui n'est pas inintéressante. Ouais. Et donc ça, c'est la B-Box 5G Wi-Fi 7, voilà, et qui promet donc des débits de 1,1 gigabit descendant, c'est théorique, donc voilà, mais ça permet déjà de surfer sur 2-3 sites de SVOD sans trop de problème, avec un débit montant de 175 mégabits, donc c'est pareil, peut-être qu'il y aura une latence pour les gamers, mais ça devrait être quand même relativement confortable. Ça suffira pour la visio, du télétravail, Oui, voilà, pour oui. des usages classiques pour un foyer. L'avantage de cette solution-là, c'est effectivement, on n'a pas besoin de tirer des câbles, on n'a pas besoin aussi de potentiellement être débranché, parce que ça arrive souvent, les gens se plaignent souvent sur Internet, les fameux boîtes à spaghettis qu'on voit dans la rue, et ça permet surtout de s'affranchir de plein de travaux, et par contre, c'est une offre qui, pour le coup, est limitée à un public assez urbain, parce qu'on est obligé d'être à travers un réseau d'antennes mobiles 5G, donc on va pas pouvoir couvrir toute la France avec la fibre. Heureusement, la fibre est arrivée quasiment de partout, mais il y a toujours le problème du raccordement final, qui est toujours un point de friction, comme on va dire. Donc je pense qu'il y a un gros marché pour les clés 5G, surtout si on arrive à les miniaturiser, ça prend pas beaucoup de place, et puis c'est plutôt pratique. Là, l'intérêt, c'est que c'est un vrai routeur, hein. C'est une vraie boîte avec le design assez proche des boîtes des B-Box, autres B-Box. C'est vraiment avec donc assez haute pour que les antennes soient efficaces. Le Wi-Fi est bi-band, hein, donc il n'y a pas de 6 GHz. Ceux qui C'est misent Wi-Fi sur 7, on rappelle. Hein. Oui, Wi-Fi 7. Donc le Wi-Fi, le Wi-Fi depuis le Wi-Fi 6E, donc la génération juste avant, peut être tri-bande, c'est-à-dire qu'il peut être 2,4 et 5 GHz, qui sont les bandes historiques, et une troisième bande s'est ajoutée de 6 GHz. Là, ils ont fait le choix de ne pas la mettre pour des raisons d'économie, en fait, parce que ça coûterait plus cher de la mettre, ça serait un peu plus encombrant à l'intérieur de la box, et surtout, pourquoi mettre une nouvelle fréquence qui permettrait des meilleurs débits quand le débit entrant est seulement de 1,1 avec des gros guillemets, de 1,1 gigabit par seconde. Voilà. Et donc là, celle-là, c'est la première box, c'est ça ? Ça, c'est la box, on va dire, qui est pensée pour être la box au quotidien
des familles de tous les jours. Et il y a la Voilà. box de secours. Et il y a une box de secours. Alors ça, j'aime bien la notion de box C'est de secours. Faut nous expliquer. l'extra B-Box. Ouais. Alors, l'extra B-Box, c'est une autre philosophie. C'est effectivement, comme tu le disais, la box de secours qui n'est pas pensée forcément pour les utilisateurs Bouygues Télécom. Ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, je suis chez Free, mais j'ai absolument besoin d'une connexion. Et si il y a des travaux dans la rue et que j'ai plus de connexion, je travaille à la maison, comment je fais? Donc là, c'est une box de secours avec un abonnement, j'allais dire de secours, mais c'est quand même 13 balles par mois, 13 euros par mois. Ah, mais c'est interopérateur. Ça peut être n'importe qui. Non, cette box. enfin, non. Enfin, c'est non. En fait, il n'y a pas besoin d'être client t'es pas- préalable c'est de ça, t'es Bouygues. pas client Mais ça forcément. utilise le réseau 5G de Bouygues. de Bouygues. Voilà. D'accord. Voilà. Donc Ok. on se connecte au réseau 5G de Bouygues. En revanche, vu que c'est une box de secours, on est capé en data. On a droit à 100 gigaoctets par mois. Ok. Alors 100 gigaoctets par mois, si c'est une panne de 2-3 jours, ça va. Si c'est une panne d'une semaine et vous avez des enfants qui aiment bien streamer ou qui aiment Ouais. bien, voilà, ça va être plus vite, Ça va très plus vite. problématique. Mais c'est juste, c'est du secours. Ouais. Et sachant qu'au-delà des 100 gigas, c'est fini, il faut attendre le mois d'après. J'ai posé la Tu question. prends je fais, une et autre il se box passe de quoi secours. Tu prends une deuxième Voilà. box de Alors, secours. j'ai demandé si on pouvait la démonter et mettre une autre carte SIM. On m'a regardé avec des gros yeux en disant mais on fait pas ça en fait. J'ai dit bon d'accord, on fait pas alors d'accord. Mais donc voilà, c'est une box de secours et elle promet pareil du 1,1 gigabit en descendant. Donc, ce qui est pas mal, et un débit un peu moindre de 58 mégabits en montant. Mais Donc, c'est- pour c'est- du secours, c'est bien, ça permet de faire la visio, ça C'est permet de hyper surfer. malin, ça, pour le coup. C'est les premiers à le faire, ça. Hein. C'est les premiers, Parce que c'est les premiers à franchement, proposer en France de c'est- proposer c'est- une boîte de Je une trouve box, ça hyper malin, notamment pour la raison que tu disais, c'est-à-dire que tu peux être chez un autre opérateur, tu as un problème, donc déjà tu es énervé d'avoir un problème, tu prends ta box chez Bouygues, ça fonctionne nickel, Ouais. t'as qu'une envie, c'est de passer chez Bouygues. Non mais c'est super malin en Mais fait. c'est un bon pied dans la porte, je trouve. Ah ouais. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que. Alors, c'est des Wi-Fi 6, la box, c'est celle-ci, elle est Wi-Fi 6. Est-ce que les gens sont prêts à se dire je vais mettre 12,99 €, 13 € par mois dans un truc qui va me servir très rarement, ou alors quand je partirai en vacances ou dans ma maison de campagne, ou je sais quoi, est-ce qu'on peut évidemment Mais tu peux l'emmener. pas la prendre ponctuellement, Oui, c'est j'allais genre dire, moi tu je peux te pas la le prends prendre, quand t'as la Non, main, non, en fait, non. et en fait, il n'y a, alors, il y a faut l'avoir. pas Ah oui, en d'engagement, mais il permanence. faut l'avoir. Ah, ok, Eh ça oui. change quand même Eh la donne. ben oui, c'est Ah oui, donc moi je c'est- pensais que c'était un truc Non, genre non. C'est ça que c'était, tu sortais, tu l'activais. Ah ouais, moi aussi. et- Je pense qu'il peut y Ok. avoir un rush dans la boutique Bouygues Télécom Ah la bah plus ouais. proche quand il y a une panne qui s'annonce pour longtemps. Mais Ouais. il faut l'avoir. Et c'est là que je trouve il y a Ah oui. la petite Ok. faille. C'est que c'est quand même 13 € à sortir par mois. Donc, en fait, ma question, c'est les pros ont généralement, enfin les pros qui travaillent vraiment chez eux, ils ont déjà une deuxième solution. Ouais, c'est Ou ça. ceux qui n'ont pas les moyens de mobiliser une somme tous les mois vont dire c'est pas grave, je mettrai mon téléphone en tethering et on verra ce que ça donne. Ah, je retire ce que j'ai dit du coup. Il arrive souvent que les opérateurs, en cas de panne, ils te prolongent ton forfait et du coup, tu fais un partage de connexion, ça revient à la même chose. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. alors, ça revient à la même chose, oui et non, parce que le téléphone, effectivement, quand on le partage, on va le partager avec une machine. Et puis, si on doit partir, le réseau, il est parti. Pas que Alors que t'as- là, pas la box, elle foyer. reste pour toute la maison, dans la limite des 100 gigas toujours. Mais elle permet en une continuité de vie numérique, on va dire, comme si de rien n'était. Pour Voilà. 13 € en plus de ce que tu vas payer, Voilà, 30 pour plus € par d'euros mois. ouais, c'est plus vraiment de la. Donc, Ouais, pour le coup, c'est un peu un tordu. marché de niche. Ouais, Voilà, ça moi, marche. je trouve qu'il y a une bonne idée. Après, Mais il faut moi, juste je- le faire comme on a dit là. C'est Voilà. beaucoup mieux de le faire comme ça, de Surtout proposer la que- box. On va et leur puis- proposer. Comme Ouais. tu le disais, ouais, mais après, t'imagines les inventaires, tu mobilises des box, il faut les ramener, hein, J'imagine, très ouais. compliqué. Mais effectivement, est-ce que ça va marcher? Ça, on ne sait pas. Mais déjà, est-ce que en ville, où normalement la 5G est la meilleure, on capte bien la 5G chez soi? Je ne suis pas sûr non plus. Enfin, donc ça pose plein de questions. Ouais, mais en clairement. tout cas, l'idée de départ, en tout cas, est intéressante. Ouais. Intéressant, effectivement. Bon, on va voir ce que ça donne tout ça. Dernier sujet à aborder avant de vous quitter, les amis. On se retrouvera pour le petit module bonus, évidemment. Je voulais qu'on parle de ChatGPT et de l'arrivée de la pub. Ça m'a intéressé. Alors, c'est pas en France pour l'instant, c'est aux États-Unis. Mais le gratuit, c'est fini. Enfin, c'est toujours gratuit, mais il y a de la pub. Oui. Et donc, c'était inévitable, Damien. On est Ça d'accord. devait arriver un jour ou l'autre Ouais. parce qu'on voit les milliards, les dizaines de milliards qu'OpenAI brûle chaque année, et surtout qu'ils sont dans une période de croissance. Ils devaient acheter énormément de matériel, on en revient à la crise des composants aussi, ils l'alimentent, mais ils n'ont pas de modèle économique à présent qui les fait tenir. Et puis à un moment, les investisseurs, ils se disent, écoutez, je veux bien que vous me promettiez plein de choses d'ici quelques années, mais à un moment, on veut rentrer dans nos sous. OpenAI a vocation à rentrer en bourse aussi, à un moment ou à un autre, donc ils doivent avoir un modèle économique solide.
La pub, ils ont commencé à dire oui, la pub, on laisse ça à Google, c'est pas pour nous. Sam Nous Altman, sommes purs. Et il y a puis à un 2 moment, ans, il a il basculé. disait « Je déteste la pub, Ouais. ce sera un dernier recours, en gros jamais ou presque jamais Après, la pub ». OpenAI, ça a été aussi une fondation, donc on n'est pas Ouais, vraiment bien prêt. sûr. Donc, Ouais, c'est ça. Non, mais bon, non, ce qui est intéressant, je trouve, Pierre, c'est le modèle un peu à la Netflix, c'est-à-dire où en gros, alors, tu as le modèle payant pour être tranquille et pas avoir de pub, c'est les abonnés n'auront pas de pub. Ensuite, tu as la version gratuite. Alors, Netflix n'a pas de version gratuite, mais qui est en mode dégradé avec de la pub. Et puis, il y a une offre intermédiaire un peu moins chère avec de la pub aussi. Il y a 8 € qui s'appelle ChatGPT Go. C'est un peu ça, finalement. Le truc, c'est si tu veux être tranquille, faut raquer, quoi. Avec, j'allais dire, avec une grosse différence par rapport à Netflix, c'est que Netflix, c'est de la pub qui va venir t'interrompre, mais bon, bah, tu peux continuer à regarder ton programme inchangé, entre guillemets. Là, il y a plein de questions qui se posent. C'est est-ce que la pub qui sera intégrée, est-ce qu'elle va avoir un impact sur le rendu d'informations que me donne le modèle? Est-ce qu'il va rester impartial? Ouais. Tu lui demandes Est-ce le qu'il va meilleur être biaisé? smartphone, quel est le meilleur Voilà. smartphone? Est-ce que c'est la marque qui aura payé qui pourra être intégrée dans la réponse? Et ça, Ouais. ça pose toute la question de la crédibilité de l'information, qui est quand même le fond premier de leur modèle économique. Parce qu'à partir du moment, si on les prend la main dans le sac en train de déconner avec ça, Ils sont morts. plus Non, mais ils personne sont ne morts. viendra leur parler. Je c'est pense évident. même, Bien sûr. franchement, Et- moi, et- ma conviction, c'est qu'ils vont même pas essayer parce que vraiment, pour le coup, s'ils font ça, ils sont morts. Ça Et- tue complètement leur modèle, quoi. Ouais, et c'est pour ça que le patron de DeepMind, Google DeepMind, il boit du petit lait, évidemment, parce que lui, il a adossé à une multinationale qui brasse des milliards et des milliards, et qui n'a pas besoin de rentabiliser son Gemini, en tout cas de le faire payer systématiquement, parce que par ailleurs, Google fait rentrer du cash. Ils ont de la pub ailleurs. Mais voilà, ils ont de la pub, eux, ils ont déjà, possible ils ont qu'il la déjà un déplace, modèle. cette pub-là aussi. À un Oui, moment mais ou à un autre. peut-être qu'un jour ça viendra, C'est mais sûr. pour l'instant, ils ont beau jeu de dire ben, nous, on pense que c'est trop périlleux, on va pas y aller. Et ils ont beau jeu de le faire. Et d'une certaine manière, je pense que dans l'esprit des gens, c'est peut-être encore trop tôt. On s'habitue à la pub partout sur le web, mais est-ce que la pub dans les modèles, les chatbots qu'on utilise, est-ce qu'on est prêt à le faire? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à y aller en confiance? Ça, c'est encore autre chose. On va s'arrêter là, les amis, mais oui, c'est vrai que c'était inévitable. Je rappelle le dicton, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et voilà, c'est vrai aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous avez le compte payant, que ce soit ChatGPT ou un autre, hein? Il y a 5% des utilisateurs seulement qui ont un compte payant. Je ne sais pas si ça va changer la donne, le fait qu'il y ait de la publicité. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Pierre, merci Damien. Vous restez pour le petit module bonus. On se retrouve, on continue à parler de ChatGPT d'ailleurs. Est-ce qu'il faut être poli avec l'IA? On va en discuter. Et puis vous restez avec nous, évidemment. On se retrouve dans la deuxième partie. C'est tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.